Mon propre père a empoisonné mon champagne, alors je l'ai donné à ma sœur parfaite. C'est ainsi que ma vie a basculé. Je m'appelle Chloé, j'ai 22 ans, et ce qui aurait dû être le plus beau jour de ma vie est devenu le début de mon pire cauchemar. À ma fête de remise de diplôme, j'ai vu mon propre père, l'homme qui m'a donné la vie, verser une poudre blanche dans ma coupe. Alors, avec un grand sourire, un sourire qui cachait une horreur glaciale, je l'ai tendu à ma sœur. Elle a bu le poison qui m'était destiné. Si vous regardez cette vidéo, dites-moi d'où vous venez dans les commentaires ci-dessous. De quelle ville, de quel pays? Et quelle heure est-il chez vous en ce moment? J'aimerais savoir jusqu'où mon histoire voyage. Avant d'entrer dans les détails de cette trahison familiale, de cet héritage maudit et de la justice que j'ai dû chercher par moi-même, je veux que vous sachiez que ce qui suit est la pure vérité, aussi incroyable que cela puisse paraître. La fête battait son plein. Mes parents, les célèbres Durand de Lyon, n'avaient reculé devant aucune dépense. Ils avaient loué la terrasse entière d'un des plus grands hôtels de la ville, avec une vue imprenable sur le Rhône scintillant sous le soleil de juin. Il y avait des sculptures de glace, un orchestre de chambre et des serveurs qui circulaient avec des plateaux de petits fours et de champagne millésimés. Une mise en scène parfaite, une façade impeccable pour cacher la pourriture qui rongeait notre famille de l'intérieur. Je me tenais près de la balustrade, ma toge de diplômé flottant dans la brise légère. J'avais réussi. Diplômé en biochimie et en écologie, avec mention. J'avais tracé ma propre voie, loin de l'empire pharmaceutique familial, les laboratoires Durand. Et pour cela, ils ne me l'avaient jamais pardonné. Cette fête n'était pas pour moi. C'était pour eux, pour les apparences. C'était pour montrer aux Toulions que la famille Durand était unie, puissante et parfaite. J'étais juste un accessoire dans leur grande pièce de théâtre. Alors que je regardais les péniches glisser paresseusement sur le fleuve, mon regard a été attiré par un mouvement près du bar. Mon père, Alain Durand, le grand PDG, discutait avec un associé. Il riait, le visage de l'homme d'affaires accompli. Puis, pensant que personne ne le regardait, son expression a changé. Elle est devenue dure, calculatrice. Il s'est approché d'une rangée de coupes de champagne prêtes à être servies. D'une poche de son costume sur mesure, il a sorti un petit sachet en papier. Discrètement, rapidement, il en a versé le contenu, une poudre fine et blanche, dans une seule coupe. Ma coupe. Je l'ai su immédiatement. C'était la coupe qu'il avait mise légèrement à l'écart, celle qu'il comptait me donner pour le toast. Le monde autour de moi s'est mis à tourner au ralenti. Le son de l'orchestre, les rires des invités, tout s'est estompé pour devenir un bourdonnement lointain. Mon souffle s'est bloqué dans ma poitrine. Ce n'était pas possible. Pas mon père. Pas ça. Mais mes yeux ne me trompaient pas. La poudre s'est dissoute presque instantanément dans les bulles dorées, ne laissant qu'un très léger trouble au fond du verre, invisible pour quiconque ne savait pas quoi chercher. Mon propre père essayait de m'empoisonner. La froideur de cette prise de conscience m'a envahi, bien plus glaciale que le vent qui soufflait sur la terrasse. Chaque mot méprisant, chaque regard déçu, chaque réussite ignorée au fil des ans a soudain pris un sens nouveau et sinistre. Je n'étais pas seulement une déception pour lui. J'étais une menace. Une menace qu'il fallait éliminer. Je suis resté figé, le cœur battant à tout rompre contre mes côtes. Une partie de moi voulait crier, courir, renverser la table et exposer sa monstruosité devant tout le monde. Mais une autre partie, la partie qui avait appris à survivre dans cette famille toxique, a pris le dessus. Le calme. La stratégie. Je ne pouvais pas simplement refuser le verre. Il trouverait un autre moyen, une autre fois. Et personne ne me croirait. Il dirait que j'étais folle, jalouse, instable. Non. J'avais besoin de plus. J'avais besoin de preuves. J'avais besoin de retourner son plan contre lui. Mon regard a balayé la foule et s'est posé sur ma sœur, Amélie. Parfaite Amélie. L'héritière, la vice-présidente, celle qui avait suivi le chemin tracé sans jamais poser de questions. Elle riait avec des amis, resplendissante dans sa robe de créateur. Elle n'avait aucune idée du drame qui se jouait à quelques mètres d'elle. Et c'est là que l'idée m'est venue. Une idée terrible, dangereuse, mais la seule que j'avais. Une idée qui allait changer nos vies à jamais.
Je me suis redressée, j'ai lissé ma toge et j'ai composé sur mon visage le plus grand, le plus radieux des sourires. J'ai commencé à marcher vers le bar, vers mon père, vers mon destin. Chaque pas était lourd, chaque battement de cœur était un coup de marteau. La partie d'échecs venait de commencer. Il avait fait son premier mouvement, un coup mortel. Maintenant, c'était à mon tour de jouer. Mais quel serait mon prochain coup, et à quel prix? Pour que vous puissiez comprendre l'abîme de noirceur qui venait de s'ouvrir devant moi, je dois vous peindre le portrait de ma famille. De l'extérieur, nous étions l'incarnation du succès à la française. Les Durand de Lyon. Un nom qui évoquait la richesse, le pouvoir et une philanthropie soigneusement mise en scène. Notre hôtel particulier à Fourvière avait fait la couverture des magazines de décoration, et les galas de charité organisés par ma mère étaient les événements les plus courus de la ville. Mais derrière les portes closes, la réalité était un poison bien plus lent, bien plus insidieux que celui qui venait de dissoudre dans ma coupe de champagne. Mon père, Alain Durand, était le patriarche. Un homme parti de rien, disait la légende, qui avait bâti les laboratoires Durand pour en faire un géant de l'industrie pharmaceutique. En public, il était charmant, éloquent, un visionnaire. En privé, c'était un tyran. Un manipulateur de génie dont l'amour était conditionnel à l'obéissance et à l'utilité. Ses concurrents faisaient face à des obstacles réglementaires sortis de nulle part, leur financement s'évaporait mystérieusement. Il ne laissait rien ni personne se mettre en travers de son chemin. Surtout pas ses propres enfants. Pour lui, nous n'étions pas des personnes, mais des actifs. Des extensions de sa propre ambition. Ma mère, Isabelle, était issue d'une vieille famille de soyeux Lyonnais. Son mariage avec mon père était une fusion d'entreprises autant qu'une union de personnes. Elle était obsédée par les apparences, par le statut, par ce que les gens penseraient. Sa froideur était légendaire. Ses critiques, aussi précises et acérées qu'un scalpel, pouvaient vous vider de toute confiance en vous en une seule phrase. Quand j'ai gagné le concours scientifique régional au lycée, sa seule remarque a été que ma coiffure sur la photo du journal local était négligée. L'amour, pour elle, était un concept abstrait, une chose à performer en public mais inutile en privé. Et puis, il y avait ma sœur, Amélie. De 3 ans mon aînée, elle était tout ce que je n'étais pas. L'enfant en or. Diplômée de HC, championne de tennis, elle avait rejoint l'entreprise familiale sans hésiter et grimpé les échelons avec une efficacité redoutable. Elle était belle, intelligente, et surtout, elle était loyale à notre père. Elle croyait en l'héritage des Durand. Elle ne voyait pas, ou ne voulait pas voir, la noirceur qui se cachait derrière la façade dorée. Nos parents l'adoraient. Il assistait à tous ses matchs, encadrait tous ses diplômes. Ses opinions étaient écoutées à table, ses succès célébrés avec un faste qui ne faisait que souligner leur indifférence à mon égard. Mon parcours a été radicalement différent. J'étais la rêveuse, l'idéaliste. Celle qui posait trop de questions. J'excellais à l'école, mais mes réussites étaient accueillies par un simple « c'est normal, tu es une Durand ». Dès mon plus jeune âge, j'ai développé une passion pour la nature, pour la science qui protège la vie plutôt que celle qui la monétise. Au lycée, mon projet sur l'impact des rejets pharmaceutiques sur les écosystèmes aquatiques a gagné plusieurs prix, mais à la maison, il a été qualifié de « sensiblerie d'écolo » par mon père. Il voulait que je rejoigne la division recherche des laboratoires Durand, que je consacre ma vie à créer de nouvelles molécules brevetables. Mon rêve d'étudier l'écologie était, à ses yeux, une trahison. La confrontation a été brutale quand j'ai annoncé mon choix d'aller à l'université pour une double licence en biochimie et écologie. Mon père a menacé de me couper les vivres. Ma mère a pleuré sur le devoir familial et la tradition. J'ai tenu bon. J'ai contracté des prêts étudiants pour ma dernière année, refusant de céder. L'université a été ma bouffée d'oxygène, le seul endroit où je pouvais être moi-même, loin de leur ombre écrasante. C'est là que j'ai rencontré mes meilleurs amis, Léa et Manon, ma famille de cœur, celle qui me voyait pour qui j'étais et non pour ce que je devais être. Chaque retour à la maison pour les vacances était une épreuve. Des commentaires passifs-agressifs sur mes hobbies, des insinuations sur le fait que je finirais bien par revenir à la raison. Ils ne comprenaient pas que leur monde, fait de profits et de faux semblants, me répugnait. Je ne voulais pas de leur argent, de leur pouvoir. Je voulais faire une différence.
Je voulais guérir le monde, pas l'exploiter. Cette divergence fondamentale, cette opposition de valeurs, était la véritable source du conflit. Ils ne pouvaient pas me contrôler. Et pour des gens comme mes parents, l'absence de contrôle est la plus grande des menaces. Alors que je me remémorais tout cela sur la terrasse, le plan de mon père devenait d'une clarté terrifiante. Ce n'était pas une décision impulsive. C'était l'aboutissement logique de 22 années de désapprobation et de contrôle. J'étais l'anomalie, la pièce défectueuse dans leur machine bien huilée. Et il avait décidé qu'il était temps de m'éliminer. Mais il avait sous-estimé une chose, les années passées à survivre à leur toxicité m'avaient endurci. J'avais appris à lire entre les lignes, à anticiper leurs coups. J'étais peut-être une rêveuse, mais je n'étais pas une idiote. Et je n'allais certainement pas être leur victime. Alors que mon père commençait à rassembler la famille pour le toast, je savais que ma vie ne tenait qu'à un fil. Comment pouvais-je survivre à ça et prouver au monde ce qu'ils étaient vraiment ? La tentative d'empoisonnement au champagne n'était pas, comme je l'ai vite compris, le premier coup que mon père avait tenté. C'était simplement le plus désespéré. Pour vous faire comprendre sa détermination à me nuire, je dois revenir une semaine en arrière, à la veille de la soutenance de mon mémoire de fin d'études. J'avais passé des mois sur ce projet, une étude approfondie sur la bioremédiation des polluants pharmaceutiques dans les cours d'eau, inspirée, ironiquement, par les activités de l'entreprise de mon père. C'était l'aboutissement de mes 4 années d'université, la clé de mon diplôme. J'étais dans la bibliothèque de la maison familiale, une pièce sombre et lambrissée qui sentait le vieux cuir et la cire d'abeille, apportant les dernières corrections à ma présentation. Mon père est entré, une tasse de café à la main, chose qu'il ne faisait jamais. Il arborait un sourire paternel qui, chez lui, était toujours un signe de danger imminent. « Chloé, ma chérie, tu travailles si dur », a-t-il dit d'un ton mielleux. « Laisse-moi t'apporter un peu de caféine. » Il s'est approché de mon bureau, et c'est là que c'est arrivé. Un mouvement maladroit, un « oh » dut, parfaitement joué, et la tasse de café chaud s'est renversée directement sur mon ordinateur portable. L'écran est devenu noir en crépitant. Une odeur de plastique brûlé a rempli l'air. J'ai regardé, horrifié, mon travail de plusieurs mois disparaître dans un nuage de vapeur. « Oh, je suis terriblement désolé », a dit mon père, son visage affichant une fausse consternation. « Quelle malchance, juste avant ta soutenance. » Mais dans ses yeux, j'ai vu une lueur de triomphe. Il pensait avoir gagné. Il pensait m'avoir brisé, m'avoir empêché de décrocher ce diplôme. La panique m'a submergé, mais la colère a rapidement pris le dessus. J'ai refusé de lui donner cette satisfaction. J'ai passé la nuit entière avec un ami du département d'informatique, et après des heures de travail acharné, nous avons réussi à récupérer la quasi-totalité de mes données sur le disque dur. J'ai soutenu mon mémoire sur un ordinateur d'emprunt et j'ai obtenu la meilleure note de ma promotion. Quand j'ai annoncé la nouvelle à mes parents, le visage de mon père était un masque de fureur contenue. Son plan avait échoué. À ce moment-là, je pensais que c'était juste sa cruauté habituelle, une tentative de plus pour me saboter. Je n'avais pas encore compris l'enjeu réel. La vérité m'a été révélée 2 jours plus tard, par un appel de Maître Dubois, le notaire de ma grand-mère maternelle, Hélène. Ma grand-mère Hélène était la seule lueur de bonté dans ma famille. Une chimiste brillante elle-même, elle avait été forcée de vivre dans l'ombre de son mari. Elle m'avait toujours encouragée à suivre ma propre voie. Elle est décédée quand j'avais 16 ans, mais son influence sur moi était restée immense. Mademoiselle Durand, a dit le notaire d'une voix grave, je vous appelle pour vous informer que, suite à l'obtention de votre diplôme, les conditions du fonds fiduciaire établi par votre grand-mère, Madame Hélène Dubois, sont désormais remplies. J'étais confuse. Quel fonds fiduciaire ? Votre grand-mère vous a légué la totalité de sa fortune personnelle, a-t-il continué. Elle a stipulé dans son testament que vous ne pourriez y accéder qu'une fois votre diplôme universitaire en poche. Elle voulait s'assurer que vous ayez les moyens de votre indépendance. Il a marqué une pause. Le montant s'élève à un peu plus de 15 millions d'euros. J'ai failli laisser tomber mon téléphone. 15 millions d'euros. C'était une somme qui dépassait l'entendement. Mais ce n'était pas tout. Il y a une autre clause, a ajouté le notaire. Une clause que vos parents ont découverte récemment lors d'une réunion avec leurs avocats. Si, pour une raison quelconque,
vous n'obteniez jamais votre diplôme, ou si vous veniez à décéder avant le transfert officiel des fonds, l'intégralité de la somme leur reviendrait. Et là, tout s'est éclairci. L'ordinateur portable. La fête extravagante. Le changement soudain d'attitude. Et maintenant, la poudre dans mon champagne. Ce n'était pas seulement de la haine. C'était de la cupidité. Une cupidité si monstrueuse qu'elle les poussait à vouloir la mort de leur propre fille. Ils avaient essayé de m'empêcher de me diplômer. Ayant échoué, ils passaient au plan B, m'éliminer avant que l'argent ne soit légalement à moi. Je me suis assise sur mon lit, le souffle coupé, le téléphone encore collé à mon oreille. La trahison était si profonde, si totale, qu'elle me laissait sans voix. C'était donc ça, ma valeur à leurs yeux. 15 millions d'euros. Si vous étiez à ma place, qu'auriez-vous fait? Face à une telle monstruosité, comment réagir? La fuite? La confrontation? Dites-le moi dans les commentaires. J'ai besoin de savoir que je ne suis pas la seule à trouver cela inimaginable. Cette révélation a changé la donne. Ce n'était plus seulement une question de survie. C'était une question de justice. Pour moi, et pour la mémoire de ma grand-mère. Elle m'avait donné les armes pour me battre. Et j'allais les utiliser. Je ne savais pas encore comment, mais une chose était sûre, la petite Chloé, la déception de la famille, était morte. À sa place se tenait une femme qui n'avait plus rien à perdre, et un héritage à honorer. Mais comment déjouer le plan de deux manipulateurs aussi puissants et impitoyables, alors que j'étais seule au milieu de leur fête? Retour à la fête. Armée de cette terrible connaissance, chaque sourire, chaque conversation polie ressemblait à une danse macabre. Je voyais maintenant clairement le jeu de mes parents. Leurs regards insistants, leurs sourires figés. Ils me surveillaient, non pas comme des parents fiers, mais comme des prédateurs observant leur proie. Ils attendaient le bon moment, le moment du toast, pour porter le coup de grâce. Mon cœur battait à un rythme effréné, mais mon visage restait calme. Des années à naviguer dans leur champ de mine émotionnelle m'avaient appris à dissimuler mes vrais sentiments. Je devais en savoir plus. Je devais comprendre l'intégralité de leur plan. Avec 15 minutes avant le toast annoncé, j'ai prétexté un besoin urgent de me rafraîchir. J'ai délibérément évité les toilettes principales, où il y avait une file d'attente, et je me suis dirigé vers un couloir de service que j'avais repéré plus tôt. C'était un passage étroit et mal éclairé, rempli de chariots de linge et de l'odeur de désinfectant. Au détour du couloir, près d'une porte marquée « Privée », j'ai entendu des voix. Des chuchotements pressés et furieux. Les voix de mes parents. Je me suis aplati contre le mur froid, retenant ma respiration. « Es-tu absolument certain que c'est nécessaire, Alain ?» C'était la voix de ma mère, tendue, plus aiguë que d'habitude. Il n'y a pas d'autre solution, Isabelle, a sifflé mon père en retour. Sa voix était basse, venimeuse. L'enquête de la gendarmerie sur les rejets de l'usine prend de l'ampleur. S'ils trouvent les rapports que j'ai cachés, nous sommes finis. Et cette petite idiote, avec sa passion pour l'écologie. La fiducie lui donne assez d'argent et d'indépendance pour financer sa propre enquête. Tu imagines le scandale? Elle pourrait tout détruire. Mon sang s'est glacé. Ce n'était donc pas seulement l'argent de ma grand-mère. Il y avait autre chose. Quelque chose de bien pire. L'usine. Je me suis souvenu de mon projet de lycée. Des rumeurs qui couraient sur des taux de maladie étrangement élevés dans les villages en aval de leur usine principale sur le Rhône. À l'époque, j'étais trop jeune, trop naïve pour comprendre. Maintenant, les pièces du puzzle s'assemblaient dans un tableau monstrueux. Mais la droguée, à sa propre fête de remise de diplôme, a protesté ma mère. C'est barbare. La barbarie, c'est de finir en prison et de tout perdre, a rétorqué mon père. Écoute-moi bien. Ce n'est pas une dose létale. J'ai calculé précisément. Juste assez pour la rendre très malade. Une intoxication alimentaire sévère, diront les médecins. Elle sera hospitalisée, inconsciente, pendant plusieurs jours, peut-être une semaine. Cela nous donnera le temps de faire le ménage, de déplacer certains actifs, et surtout, de gérer les formalités de la fiducie. Les avocats ont confirmé, si elle décède avant le transfert officiel la semaine prochaine, l'argent nous revient.
Et à l'hôpital, les accidents peuvent arriver. Un haut-le-cœur m'a secoué. Il ne prévoyait pas seulement de me rendre malade. Il prévoyait de me tuer. Froidement. Méthodiquement. L'hospitalisation n'était que la première étape de leur plan. Baisse la voix, a chuchoté durement ma mère. Quelqu'un pourrait nous entendre. Trop tard. J'avais tout entendu. Chaque mot empoisonné s'était gravé dans ma mémoire. J'ai reculé doucement, mes pas faisant à peine un bruit sur le sol en linoléum. Je me suis réfugié dans les toilettes du personnel, mes mains tremblant si fort que je pouvais à peine ouvrir le robinet. J'ai regardé mon reflet dans le miroir. Le visage qui me fixait était celui d'une étrangère. Pâle, les yeux agrandis par l'horreur. Arrête de trembler, Chloé. Pense. Tu dois penser. La biochimiste en moi a pris le relais, analysant froidement la situation. Une dose non létale qui imite une intoxication alimentaire. Assez grave pour une hospitalisation. Il utiliserait probablement un composé de leur propre laboratoire. Quelque chose de difficile à détecter dans les analyses toxicologiques standards. Nausées, vertiges, douleurs abdominales, peut-être des problèmes cardiaques. Je devais être prête à reconnaître les symptômes. Mais je ne pouvais pas laisser les choses aller aussi loin. Je suis retournée à la fête, mon cœur un bloc de glace dans ma poitrine. La musique semblait maintenant funèbre, les rires des invités, grotesques. J'ai vu les serveurs commencer à préparer les flûtes sur des plateaux d'argent. Mon père s'est approché d'eux, désignant une bouteille spécifique, une cuvée spéciale avec une étiquette dorée. Celle-ci, pour la famille seulement, l'ai-je entendu dire au maître d'hôtel. Il voulait s'assurer que le poison atteigne la bonne cible. C'est à ce moment-là que j'ai aperçu mes amies, Léa et Manon. Elles discutaient près de la fontaine de champagne, ignorant tout du drame. Elles étaient ma seule bouée de sauvetage dans cet océan de duplicité. Je me suis dirigée vers elles, forçant un sourire sur mes lèvres. J'ai besoin de votre aide, ai-je murmuré, ma voix étonnamment stable. Ne posez pas de questions, s'il vous plaît. Faites-moi juste confiance. Léa, qui m'a toujours cru quand je parlais de ma famille, a hoché la tête sans hésiter. Dis-nous ce qu'on doit faire. Le plan commençait à prendre forme dans mon esprit. Un plan risqué, un plan terrible. Mais le seul qui pouvait les exposer. Le toast approchait. La confrontation était inévitable. Comment allais-je transformer leur arme mortelle en preuve irréfutable de leur crime? Les minutes qui ont précédé le toast se sont étirées avec une lenteur angoissante. Chaque seconde était une torture. Mon esprit tournait à plein régime, un mélange de peur, de colère et d'une étrange clarté glaciale. Le plan que j'avais esquissé était audacieux, peut-être même insensé, mais c'était le seul chemin que je voyais. J'ai pris Léa à part, loin des oreilles indiscrètes. Pendant le toast, lui ai-je dit, en la regardant droit dans les yeux pour qu'elle comprenne la gravité de ma demande, je veux que tu enregistres tout avec ton téléphone. Discrètement. Fais un plan large, mais assure-toi de bien cadrer mon père, surtout au moment où il distribuera le champagne. C'est une question de vie ou de mort. Le visage de Léa a pâli. Chloé, qu'est-ce qui se passe? Tu me fais peur. Je t'expliquerai tout plus tard, ai-je répondu, en lui serrant la main. Fais-moi confiance. S'il te plaît. Elle a hoché la tête, ses yeux remplis d'inquiétude mais aussi de détermination. Je savais que je pouvais compter sur elle. Mon père a fait teinter son verre, réclamant le silence. Son visage affichait ce sourire de façade, celui qu'il réservait aux actionnaires et aux journalistes. Mes amis, ma famille, a-t-il commencé, sa voix résonnant sur la terrasse. Dans quelques instants, nous lèverons nos verres à ma fille, Chloé, pour célébrer sa brillante réussite. Les invités ont applaudi poliment. Je sentais leur regard sur moi. J'ai souri, jouant mon rôle à la perfection. Les serveurs ont commencé à circuler avec les plateaux de champagne. Mais mon père les a arrêtés d'un geste de la main. Attendez, a-t-il dit. Pour la famille, j'ai prévu quelque chose de spécial. Il a pris lui-même la bouteille à l'étiquette dorée et a commencé à remplir 5 coupes. Une pour lui, une pour ma mère, une pour Amélie, une pour moi, et une de plus, pour qui? Il a ensuite pris le plateau.
C'était le moment. Le cœur battant, j'ai vu Léa lever son téléphone, feignant de prendre une photo panoramique de la vue. Mon père a servi ma mère en premier, puis s'est tourné vers Amélie. Et enfin, il est venu vers moi. Il tenait une coupe spécifique, celle que j'avais vue dans laquelle il avait versé la poudre. Il me l'a tendue, ses yeux plongeant dans les miens. C'était un défi. Un ordre silencieux. Bois. Meurs. Pour toi, ma chérie, a-t-il dit, sa voix suintant une fausse fierté. Que ton avenir soit tout ce que tu mérites. La double signification de ces mots m'a frappé comme un coup de poing. J'ai pris la coupe, mes doigts effleurant les siens. J'ai pris soin de la tenir par le pied, pour ne laisser aucune empreinte. Au fond du verre, je pouvais voir les minuscules particules qui n'étaient pas encore complètement dissoutes, dansant dans les bulles. La preuve. Le poison. Avant que nous buvions, intervint ma mère, sa voix douce et soyeuse. Alain, pourquoi ne dirais-tu pas quelques mots sur notre fille en ce jour si spécial? C'était un stratagème pour s'assurer que j'avais bien la coupe en main, pour me mettre sur la sellette. Mon père s'est éclairci la gorge. Chloé a toujours été, déterminée, a-t-il commencé, choisissant ses mots avec un soin diabolique. Chaque compliment était une critique déguisée, chaque mot flatteur portait le poids de 20 ans de désapprobation. Bien qu'elle ait choisi une voie non conventionnelle, nous célébrons aujourd'hui sa réussite. Pendant qu'il parlait, mon esprit s'emballait. C'était maintenant ou jamais. Il fallait créer une diversion, une raison plausible pour faire ce que j'allais faire. Et puis, il m'a donné l'ouverture parfaite. Et je voudrais aussi porter un toast à Amélie, a-t-il ajouté, surprenant tout le monde. Qui a montré ce qu'une véritable Durand peut accomplir. L'exemple parfait de la loyauté familiale. Il me rabaissait une dernière fois, même à l'article de ma mort. Amélie a souri, un peu gênée d'être mise en avant à ma fête. C'était mon signal. J'ai fait un pas en avant, interrompant le discours de mon père. Mon sourire était si large qu'il devait paraître dément. En parlant de mon incroyable sœur, ai-je dit d'une voix forte et claire. Je ne serais pas là aujourd'hui sans son soutien constant. Elle est mon modèle. Les invités me regardaient, surpris par mon intervention. Mes parents étaient figés. Je me suis tournée vers Amélie, levant ma coupe empoisonnée. Ce toast est aussi pour toi, ma sœur. En fait, j'ai marqué une pause dramatique, laissant le suspense s'installer. Ce champagne de réserve spéciale que père a sélectionné est trop bon pour ne pas le partager. Prends la mienne. S'il te plaît. J'insiste. Avant que quiconque, y compris Amélie, ne puisse réagir, j'ai placé ma coupe intacte dans sa main libre et j'ai pris délicatement la sienne, qu'elle tenait déjà. L'échange a duré moins de 2 secondes. Un tour de passe-passe mortel. Le visage de mon père s'est décomposé. Une fraction de seconde d'horreur pure, qu'il a immédiatement masquée par un sourire crispé. Les doigts de ma mère se sont crispés sur sa propre coupe, ses phalanges devenant blanches. Ils étaient piégés. Ils ne pouvaient rien dire sans s'incriminer. J'ai levé la coupe d'Amélie. À la famille, ai-je déclaré, regardant mon père droit dans les yeux. La confusion a traversé le visage d'Amélie, mais des années de conditionnement social ont pris le dessus. Elle a souri, a levé la coupe que je venais de lui donner et a répété, à la famille. Et elle a bu une longue gorgée du champagne empoisonné. Le silence qui a suivi n'a duré qu'un instant, mais pour moi, il a duré une éternité. Qu'est-ce que je venais de faire? J'ai porté la coupe d'Amélie à mes lèvres, buvant une petite gorgée sans jamais quitter mon père des yeux. Son visage était devenu cireux. Une fine pellicule de sueur perlait sur son front, malgré la brise fraîche du soir. Il savait. Il savait que son plan venait de se retourner contre lui de la manière la plus spectaculaire et la plus horrible qui soit. Ma mère, à côté de lui, jetait des regards paniqués entre Amélie et son mari, son sourire de façade menaçant de se briser à tout moment. Le moment de tension s'est dissipé. Les invités, inconscients du drame qui venait de se jouer, ont applaudi et ont commencé à discuter à nouveau. L'orchestre a repris une mélodie légère. Pour eux, ce n'était qu'un petit moment familial un peu étrange. Pour moi, c'était le début du compte à rebours. J'ai commencé à circuler parmi la foule, bavardant, riant, acceptant les félicitations,
tout en gardant Amélie dans mon champ de vision périphérique. Une vague de culpabilité et de peur menaçait de me submerger. Je n'avais pas eu le temps de réfléchir à une autre solution, mais je venais de laisser ma propre sœur boire un poison qui m'était destiné. La dose était censée être non létale, d'après ce que j'avais entendu. Juste assez pour la rendre malade. Mais si mon père avait menti à ma mère? S'il avait augmenté la dose au dernier moment? Et si Amélie avait une réaction allergique, une sensibilité particulière à ce composé? Chaque minute qui passait était une agonie. Je regardais ma montre discrètement. 10 minutes. 20 minutes. Amélie semblait parfaitement bien. Elle riait avec un jeune associé de l'entreprise, son rire cristallin portant jusqu'à moi. Peut-être que je m'étais trompée? Peut-être que ce n'était pas du poison? Non. Le regard de mon père ne mentait pas. Il était terrifié. 34 minutes après le toast. C'est arrivé. Je parlais avec le professeur Martin, mon mentor de l'université, quand j'ai entendu un hoquet de l'autre côté de la terrasse. Mon regard s'est immédiatement tourné vers Amélie. Elle a soudainement porté une main à son front, vacillant légèrement. Je me sens étrange, l'ai-je entendu dire, sa voix soudainement pâteuse. Vraiment, prise de vertige, tout d'un coup. Le temps s'est à nouveau suspendu. J'ai fendu la foule, bousculant les invités sans m'excuser, juste à temps pour voir les genoux d'Amélie fléchir. Le jeune associé l'a rattrapée maladroitement alors qu'elle s'affaissait, ses yeux se révulsant. « À l'aide » a-t-il crié. Quelque chose ne va pas. Le chaos a éclaté. Mes parents se sont précipités, une panique authentique dans les yeux maintenant que leur enfant prodige, leur précieuse héritière, était touchée à la place de leur déception. Mon père l'a atteinte le premier, lui berçant la tête alors qu'elle commençait à marmonner de manière incohérente. Sa peau avait pris une teinte grisâtre et la sueur perlait sur son front. « Appelez une ambulance » a hurlé ma mère, tout son sang-froid de grande dame abandonnée. Le professeur Martin est apparu à mes côtés, son instinct de médecin prenant le dessus. Il a vérifié le pouls d'Amélie au niveau de son cou. Son rythme cardiaque est élevé et irrégulier, a-t-il rapporté, sa voix grave et inquiète. Que faisait-elle juste avant que cela n'arrive? Elle venait de boire du champagne au toast, a répondu l'associé, complètement paniqué. Elle avait l'air bien, puis soudainement. Les yeux de mon père se sont rivés sur les miens par-dessus le corps affaissé de ma sœur. Dans son regard, il y avait un mélange de fureur, de peur et une prise de conscience meurtrière. Il comprenait. Je l'ai fixé en retour, sans ciller. Mon visage était un masque de froide détermination. Tu as fait ça. C'est ta faute. L'ambulance est en route, a annoncé quelqu'un. Ils seront là dans 5 minutes. Je me suis agenouillée à côté d'Amélie, lui prenant la main moite. Sa main était glacée. Restez avec elle, ai-je dit fermement à mes parents. Je vais descendre pour guider les ambulanciers. Pour m'assurer qu'ils trouvent le bon endroit. Ils ont hoché la tête distraitement, toute leur attention concentrée sur Amélie, qui avait commencé à avoir de légers tremblements. Je me suis levée et j'ai marché, sans courir, vers l'ascenseur. Chaque pas était mesuré. Dans l'intimité de la cabine qui descendait, j'ai sorti mon téléphone. J'ai appelé Léa. Retrouve-moi dans le hall. Tout de suite, ai-je ordonné, ma voix ne tremblant pas, apporte ton téléphone avec l'enregistrement. C'est une urgence. J'ai ensuite envoyé un message à Manon, appelle la police. Dis-leur qu'il y a une suspicion d'empoisonnement à l'hôtel. Dis-leur de venir vite. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes sur le hall luxueux. Je n'étais plus la victime. Je n'étais plus la proie. J'étais devenue la chasseresse. Et la partie de chasse ne faisait que commencer. Comment allaient-ils se sortir de ce piège parfait que je venais de leur tendre? Léa et Manon m'attendaient dans le hall, leurs visages déformés par l'inquiétude. Amélie s'est effondrée, ai-je expliqué rapidement, marchant d'un pas rapide vers l'entrée principale où les gyrophares de l'ambulance peignaient déjà les murs de bleu et de rouge. Léa, j'ai besoin que tu donnes une copie de cet enregistrement du toast aux ambulanciers, et plus tard à la police. Dis-leur que je suspecte un empoisonnement. Envoie-moi une copie de sauvegarde sur mon email, maintenant. Un empoisonnement, a soufflé Manon, horrifiée. Chloé, qu'est-ce qui se passe?
Je vous expliquerai tout plus tard. S'il vous plaît, faites-moi confiance, ai-je imploré. Les sirènes étaient maintenant assourdissantes. Quand les ambulanciers sont entrés en courant avec un brancard, je suis allé directement vers le chef d'équipe. Ma sœur s'est effondrée à l'étage, ai-je dit, ma voix claire et précise. Symptômes, vertige, désorientation, rythme cardiaque irrégulier, tremblement. J'ai de fortes raisons de croire qu'elle a ingéré une substance toxique dans son champagne il y a environ 35 minutes. L'ambulancier m'a regardé d'un air vif. Vous suspectez un empoisonnement sur la base de quoi? Je suis diplômé en biochimie, spécialisé en composés pharmaceutiques. Les symptômes sont compatibles avec une intoxication par un agent anticholinergique. Avant que je puisse finir, mes parents ont jailli de l'ascenseur, avec le professeur Martin soutenant une Amélie à moitié consciente entre eux. Les ambulanciers se sont mis en action, leur formation prenant le dessus. S'il vous plaît, aidez-la, sanglotait ma mère, son mascara coulant sur ses joues dans une performance digne d'un Oscar. Elle s'est juste effondrée, sans raison. Alors qu'il chargeait Amélie dans l'ambulance, mon père s'est tourné vers moi, sa voix un sifflement bas et menaçant que moi seul pouvais entendre. « Que as-tu fait ?»« Rien, ai-je répondu calmement, en le regardant droit dans les yeux. Elle a bu dans ma coupe. Tu te souviens? Le champagne spécial que tu avais choisi juste pour moi? Son visage s'est tordu de rage et de peur. Tu as échangé les coupes, délibérément. Tu savais. Je savais quoi, père? Que tu avais mis quelque chose dans mon verre? Pourquoi aurais-je pensé une chose pareille? À moins, bien sûr, que tu ne l'aies fait. Notre duel silencieux a été interrompu par un ambulancier. Une personne peut monter avec elle. J'irai, a insisté ma mère, grimpant déjà à l'intérieur. Nous suivrons en voiture, a dit mon père, me saisissant le bras avec une force douloureuse. Nous tous. Le trajet jusqu'à l'hôpital a été un silence de mort. À l'arrivée aux urgences, le chaos régnait. Amélie a été emmenée d'urgence dans une salle de traitement. J'ai immédiatement demandé à parler au médecin. Quelques minutes plus tard, le docteur Dubois, une femme médecin énergique, m'écoutait attentivement. Tester spécifiquement les dérivés du cyclopentolate, lui ai-je dit. Mon père travaille sur des versions modifiées de ces composés au laboratoire Durand. Ils n'apparaîtront pas sur un test toxicologique standard. Elle a haussé un sourcil, mais mon assurance et la précision de mes termes l'ont convaincue de lancer les tests. Pendant ce temps, mes parents, flanqués de leur avocat arrivé en un temps record, avaient déjà commencé leur contre-attaque. Ils donnaient des interviews improvisées aux quelques journalistes qui avaient eu vent de l'affaire, peignant le portrait d'une fille cadette, moi, mentalement instable, rongée par la jalousie envers sa sœur aînée, et capable d'inventer des histoires folles pour attirer l'attention. Ils plantaient les graines du doute, me présentant comme la coupable, la manipulatrice. La police est arrivée, et j'ai passé la première heure à raconter mon histoire à une inspectrice au regard perçant, l'inspectrice Moreau. Je lui ai tout raconté, de l'ordinateur portable à la conversation surprise, en passant par l'échange des coupes. Léa lui a fourni la vidéo. Mais l'histoire de mes parents était plausible pour ceux qui ne les connaissaient pas. Le doute planait. Enfin, on m'a autorisé à voir Amélie. Elle était consciente, perfusée, branchée à des moniteurs qui bipaient doucement. Quand je suis entrée, elle a tourné la tête vers moi. Son visage était pâle, ses yeux remplis d'une douleur et d'une confusion profonde. « Chloé » a-t-elle murmuré, sa voix rauque. J'ai pris sa main. « Je suis là. » Elle a retiré sa main de la mienne. Les médecins m'ont dit. Ils ont dit que c'était un empoisonnement. Elle m'a regardée, et son regard m'a transpercé le cœur. Tu m'as laissé boire, Chloé. Tu savais, et tu m'as regardé boire. Les larmes ont rempli mes yeux. Amélie, Ne me dis pas que tu es désolée, m'a-t-elle coupé, sa voix gagnant en force. Maman et papa disent que tu es jalouse, que tu as toujours voulu me faire du mal. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Dis-moi que tu n'as pas fait ça. C'était mon pire cauchemar. La seule personne qui pouvait corroborer mon histoire, ma propre sœur, me croyait capable d'une telle monstruosité. Le piège de mes parents était encore plus diabolique que je ne l'avais imaginé. Ils ne m'avaient pas seulement attaqué physiquement, ils détruisaient ma crédibilité,
m'isolant complètement. J'ai pris une profonde inspiration, ravalant mes larmes. La pitié ne m'aiderait pas. Seule la vérité le pouvait. Je ne te demande pas de me croire sur parole, Amélie, ai-je dit, ma voix tremblant légèrement. Je te demande juste de regarder quelque chose. J'ai sorti mon téléphone, j'ai ouvert l'email de Léa et j'ai appuyé sur play. La vidéo du toast a commencé. Comment allais-je la convaincre que notre père, l'homme qu'elle avait idolâtré toute sa vie, était un monstre? Le petit écran de mon téléphone illuminait le visage pâle d'Amélie dans la pénombre de la chambre d'hôpital. La vidéo a commencé. On y voyait la terrasse, les invités, l'ambiance festive. Puis la caméra de Léa a zoomé sur notre père. On le voyait distinctement prendre la bouteille spéciale, servir les coupes, et se diriger vers moi. L'image était nette. On voyait son regard insistant, la manière dont il me tendait cette coupe précise, et pas une autre. Et puis, on me voyait, mon sourire éclatant, mon discours improvisé, et le geste rapide, presque imperceptible, de l'échange des coupes. Amélie a regardé la scène une première fois, puis une deuxième. Son souffle s'est raccourci. Le déni luttait sur son visage contre l'horreur de la vérité. Ce n'est pas possible, a-t-elle balbutié. Il doit y avoir une explication. Quelle explication, Amélie, ai-je demandé doucement. Pourquoi te donnerait-il une coupe spécifique? Pourquoi son visage se décomposerait-il à la seconde où j'échange nos verres? Elle a secoué la tête, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. Papa, il ne ferait jamais ça. Pourquoi? Pour 15 millions d'euros, Amélie, ai-je répondu. L'héritage de grand-mère Hélène. Et pour autre chose. Quelque chose de bien pire. Je lui ai raconté la conversation que j'avais surprise. L'enquête de la gendarmerie. Les rejets de l'usine dans le Rhône. La mention de l'usine a provoqué un déclic. Son visage a changé. La confusion a laissé place à une lueur de reconnaissance, puis d'effroi. Les dossiers scellés, a-t-elle murmuré, plus pour elle-même que pour moi. Ce qu'il garde dans le coffre-fort de son bureau. Il m'a dit que c'était des secrets commerciaux. Une fois, je l'ai vu ouvert. J'ai aperçu des titres. Rapport de toxicité, niveau de rejet, des noms de composés chimiques que je n'ai pas reconnus. Elle a serré ma main, cette fois avec force. Chloé, je crois que tu dis la vérité. Oh mon Dieu. La trahison qu'elle ressentait était immense, peut-être même plus grande que la mienne. Elle avait toujours été sa loyale soldate, sa fille parfaite. Et il avait été prêt à la sacrifier, elle, son enfant préféré, par un simple concours de circonstances. À ce moment précis, la porte s'est ouverte. L'inspectrice Moreau est entrée, accompagnée de 2 hommes en civil à l'allure sévère. Mademoiselle Durand, a dit l'un d'eux en s'adressant à Amélie. Nous sommes de l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique. Nous enquêtons sur les laboratoires Durand depuis plusieurs mois. La tentative d'empoisonnement sur votre sœur a considérablement accéléré les choses. Il s'est tourné vers moi. Vos informations sur le composé chimique étaient correctes. Les analyses toxicologiques préliminaires confirment la présence d'un dérivé expérimental du cyclopentolate dans le sang de votre sœur. Un composé qui n'a pu provenir que des laboratoires de recherche de votre père. La vérité éclatait enfin, implacable. Amélie, encore faible mais animée d'une nouvelle fureur, a regardé les enquêteurs. Il y a des dossiers, a-t-elle dit, sa voix claire et ferme. Dans le coffre-fort de son bureau à la maison. Des rapports sur les rejets de l'usine dans le Rhône. Je pense que vous y trouverez ce que vous cherchez. L'un des gendarmes a sorti son téléphone. On demande un mandat de perquisition pour le domicile et les bureaux des Durand. Immédiatement. La machine judiciaire était lancée, et rien ne pouvait plus l'arrêter. Nos parents, qui pensaient avoir tout contrôlé, venaient de perdre la main. Ils avaient créé un monstre, la cupidité, et ce monstre était en train de les dévorer. Mais ils avaient aussi créé autre chose, quelque chose à quoi ils ne s'attendaient pas, une alliance. L'alliance de 2 sœurs qu'ils avaient toujours cherché à diviser. Ensemble, nous étions plus fortes qu'ils ne l'avaient jamais imaginé. La boîte de Pandore était ouverte. Je savais que ce qui allait en sortir serait laid, destructeur. Cela allait salir notre nom,
détruire notre famille. Mais c'était le prix à payer pour la vérité. Et pour la première fois de ma vie, je n'étais plus seule pour le payer. Mais serions-nous assez fortes, Amélie et moi, pour affronter la tempête qui s'annonçait? La nuit qui a suivi a été un tourbillon. Les mandats de perquisition ont été exécutés avant l'aube. Les images des gendarmes entrant dans notre hôtel particulier de Fourvière ont fait la une des journaux télévisés du matin. La chute de la maison Durand était en direct, pour le plus grand plaisir du public. Mes parents ont été placés en garde à vue pour tentative de meurtre, fraude et crimes environnementaux. Leur empire, bâti sur des mensonges et du poison, s'effondrait. Amélie est restée à l'hôpital quelques jours de plus, le temps que son corps élimine complètement la toxine. Je suis restée à ses côtés. Nous avons parlé pendant des heures, comblant les années de distance que nos parents avaient créées entre nous. Elle m'a raconté la pression constante qu'elle subissait pour être parfaite, la peur de décevoir notre père. Je lui ai raconté la solitude, le sentiment d'être invisible. Nous avons pleuré. Pour l'enfance qu'on nous avait volée, pour la famille que nous n'avions jamais eue. C'était douloureux, mais c'était nécessaire. Nous nous reconstruisions, pièce par pièce, sur les ruines de notre ancienne vie. Les enquêteurs ont trouvé ce qu'ils cherchaient, et bien plus encore. Le coffre-fort de mon père contenait des preuves accablantes de la falsification systématique des rapports environnementaux. Depuis plus de 10 ans, les laboratoires Durand déversaient des déchets chimiques hautement toxiques dans le Rhône, contaminant les nappes phréatiques et provoquant des clusters de cancer et de malformations congénitales dans les villages en aval. Mon projet de lycée n'était pas une sensiblerie d'écolo. C'était la vérité. Une vérité que mon père avait tenté de tuer, littéralement. Au milieu de ce chaos, alors que nous commencions à trier les affaires personnelles dans la maison désormais sous scellée, Amélie a trouvé quelque chose dans la table de chevet de la chambre de notre mère. C'était un petit carnet en cuir, caché sous une pile de foulards en soie. L'écriture à l'intérieur était celle de notre grand-mère Hélène. C'était son journal. Nous nous sommes assises sur le lit et nous avons lu. Page après page, notre grand-mère décrivait ses propres soupçons concernant les activités de l'entreprise, son inquiétude face à la cupidité et à l'absence de morale de son gendre, Alain. Elle parlait de la manière dont il l'avait mise à l'écart, la traitant de vieille femme sénile lorsqu'elle posait des questions. Et puis, nous sommes arrivés à la dernière page, écrite quelques semaines seulement avant sa mort. « J'ai pris mes dispositions », écrivait-elle. « J'ai mis ma fortune à l'abri pour Chloé. Elle seule a l'intégrité et la force de caractère pour résister à Alain. Amélie est une bonne fille, mais elle est prise dans sa toile. Chloé est différente. Elle a mon esprit, mon indépendance. Cet argent ne sera pas un cadeau, mais un outil. L'outil de sa liberté. J'ai arrangé les choses pour qu'elle ne puisse y toucher qu'une fois son éducation terminée, une fois qu'elle sera assez forte pour se défendre. J'espère seulement qu'elle aura la force de briser le cycle de poison de cette famille. Je crois en elle. Les larmes coulaient sur mes joues alors que je lisais ces mots. Pendant toutes ces années où je m'étais sentie seule, incomprise, elle avait été là. Elle avait vu qui j'étais vraiment. Elle avait cru en moi. Ce testament n'était pas seulement une question d'argent. C'était un acte de foi. Un passage de flambeau. Elle m'avait donné une mission. Elle savait, a murmuré Amélie, sa voix brisée. Elle a tout vu, et nous n'avons rien vu. Tu ne pouvais pas savoir, ai-je répondu en lui prenant la main. Tu étais conditionné pour ne pas voir. Moi aussi, à ma manière. Mais maintenant, nos yeux sont ouverts. Ce journal est devenu notre encre. Dans la tempête médiatique qui a suivi, face aux avocats, aux journalistes, aux membres de la famille qui sortaient de l'ombre pour prendre parti, nous nous sommes accrochés aux mots de notre grand-mère. Elle nous avait donné la permission d'être en colère, la force de nous battre, et l'espoir d'un avenir différent. L'histoire de la famille Durand, autrefois un conte de fées de réussite, était devenue une tragédie grecque. Mais pour Amélie et moi, c'était le début d'une nouvelle histoire. La nôtre. Une histoire que nous allions écrire ensemble, avec de l'encre propre, sur une page blanche. Cette partie de mon histoire vous touche-t-elle? Avez-vous déjà eu l'impression que quelqu'un, peut-être quelqu'un qui n'est plus là, veillait sur vous? Partagez vos pensées dans les commentaires.
Et si vous voulez savoir comment nous avons reconstruit nos vies après ce désastre, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche. La fin de cette histoire pourrait vous surprendre. Le procès a été l'un des plus suivis de la décennie en France. La chute de la maison Durand était un spectacle fascinant pour le public, un mélange de drame familial shakespearien, de cupidité d'entreprise et de scandale environnemental. Pour Amélie et moi, c'était une épreuve. Chaque jour, nous devions nous asseoir dans la même pièce que nos parents et écouter les détails sordides de leurs crimes. Mon père n'a jamais montré le moindre remords. Il est resté droit, arrogant, se décrivant comme une victime d'une chasse aux sorcières réglementaire et d'une fille ingrate. Ma mère, elle, s'est effondrée. Elle a plaidé la manipulation, affirmant qu'elle avait agi par amour pour son mari, aveuglée par sa loyauté. Leurs avocats ont tout tenté pour nous discréditer, Amélie et moi. Ils ont exhumé chaque erreur de jeunesse, chaque dispute, pour nous peindre comme des filles instables et vengeresses. Mais l'épreuve était accablante. La vidéo, les analyses toxicologiques, les dossiers du coffre-fort, les témoignages des employés et des victimes de la pollution, leur culpabilité était indéniable. Ils ont été condamnés à de lourdes peines de prison. 25 ans pour mon père, 15 pour ma mère. Les laboratoires Durand ont été démantelés, leurs actifs saisis pour financer le nettoyage du Rhône et indemniser les familles de victimes. Le nom Durand, autrefois synonyme de prestige, était devenu synonyme de honte. Le jour du verdict, en sortant du palais de justice, je n'ai pas ressenti de joie. Juste un immense et profond soulagement. C'était fini. Un chapitre de ma vie, sombre et douloureux, venait de se clore. Que faire après une telle dévastation ? Comment se reconstruire quand les fondations même de votre vie se sont avérées être pourries ? Pour moi, la réponse se trouvait dans les mots de ma grand-mère. Utiliser son héritage comme un outil. La première chose que j'ai faite a été de créer la Fondation Hélène Dubois. J'y ai versé une grande partie de mon héritage. Sa mission, financer la recherche indépendante sur la dépollution environnementale, fournir une aide juridique et médicale aux communautés victimes de pollution industrielle, et offrir des bourses à des jeunes femmes scientifiques qui, comme moi, voulaient changer le monde. C'était ma façon d'honorer ma grand-mère et de transformer un héritage empoisonné en quelque chose de positif. Je n'ai pas repris mes études. Je suis allée sur le terrain, travaillant avec des ONG pour mettre en œuvre les techniques de bioremédiation que j'avais étudiées. Utiliser la science pour guérir les blessures que ma propre famille avait infligées. Amélie, elle aussi, a trouvé sa propre voie de rédemption. Traumatisée par sa complicité involontaire, elle a tourné le dos au monde des affaires. Elle a vendu son appartement luxueux, a coupé les ponts avec son ancien cercle social et s'est inscrite à la faculté de droit. Son objectif, devenir avocate spécialisée dans la défense des victimes de crimes d'entreprise et environnementaux. Elle voulait utiliser sa connaissance intime de ce monde corrompu pour le combattre de l'intérieur. Nous avons vendu l'hôtel particulier de Fourvière. Nous n'avons gardé qu'une seule chose, la petite maison au bord du lac d'Annecy qui appartenait à notre grand-mère. C'est devenu notre refuge, notre sanctuaire. Un lieu rempli de souvenirs heureux, non souillés par nos parents. C'est là que nous avons réappris à être des sœurs, à être une famille. Une petite famille, certes, mais une famille basée sur la confiance, le respect et un amour inconditionnel. Un an après la fête de remise de diplôme, je me tenais sur une estrade lors d'une conférence sur l'environnement à Genève. Je présentais les premiers résultats prometteurs d'un projet de nettoyage du Rhône financé par ma fondation. Dans le public, j'ai vu Amélie. À côté d'elle se trouvaient Léa, Manon et le professeur Martin. Ma vraie famille. Celle que j'avais choisie. Cette histoire m'a appris une leçon fondamentale. Le sang ne fait pas la famille. La loyauté, l'amour et le respect, si. Mes parents ont essayé de m'empoisonner, pas seulement avec un produit chimique, mais avec leur toxicité, leur ambition et leur mépris. Mais ils ont échoué. Car l'antidote le plus puissant contre le poison, quel qu'il soit, c'est la vérité. C'est le courage de la dire, de la vivre et de se battre pour elle. Mon voyage a été incroyablement douloureux, mais il m'a rendu libre. Libre de leur influence, libre de leur héritage, libre d'être enfin moi-même. Avez-vous déjà dû faire un choix difficile pour vous protéger de relations familiales toxiques ?
Qu'est-ce qui vous a aidé à trouver la force d'aller de l'avant? J'espère que mon histoire vous rappelle que vous n'êtes pas seul et que vous avez le droit de choisir votre propre famille, celle qui vous nourrit au lieu de vous détruire. Si mon histoire a résonné en vous, s'il vous plaît, laissez un j'aime et partagez votre propre expérience dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires de survie et de renouveau. Merci de m'avoir écouté.